Le pays a déjà expérimenté cette formule en 2007 avec un eurobond d'un montant de 480 millions de dollars. Or, dès 2017, le Congo avait manqué le paiement d'un coupon de 21 millions de dollars, provoquant une dégradation immédiate de sa note souveraine et un blocage judiciaire des fonds aux États-Unis. La question centrale n'est pas celle de l'accès du Congo au marché financier, mais celle de l'usage des ressources déjà existantes. Le pays dispose d'un patrimoine colossal, fruit de plusieurs décennies de rente pétrolière. Or, les 14 000 milliards de francs CFA destinés aux générations futures qui, selon plusieurs sources, auraient été détournés ou mal gérés, représentent un levier financier suffisant pour éteindre la quasi-totalité de la dette publique actuelle. Le Congo n'a pas un problème de ressources, mais de gouvernance. Ce n'est pas la rareté de l'argent qui étouffe la croissance, mais la captation systématique de la richesse nationale au profit d'intérêts particuliers. En rapatriant les fonds publics détournés et en instaurant une véritable transparence budgétaire, le pays pourrait se libérer de la spirale de l'endettement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous sais désormais très nombreux à suivre l'activité du Rassemblement des forces du changement, plateforme de l'opposition congolaise non accommodante au régime de Brazzaville. Je vous en remercie très sincèrement. En mon nom personnel, au nom du président Mirassa, du deuxième vice-président Jean-Jacques Serge Yombi Opango et de l'ensemble du secrétariat général. Je vous encourage à une mobilisation de plus en plus importante. Et je serai très heureux de recevoir vos avis permettant d'améliorer la qualité de nos travaux dans un esprit enthousiaste et patriotique. Je fais livraison du compte-rendu de la 7e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC. Contexte général de la réunion. Le 9 novembre 2025, de 15h à 18h30, s'est tenue en visioconférence reliant Brazzaville et la diaspora la 7e séance hebdomadaire du Conseil des présidents étendue au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement RFC sous la direction de Monsieur Clément Mirassa, président, Docteur Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, Monsieur Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Prélude. Mot liminaire. Dans son propos introductif, le président Mirassa a rappelé les objectifs fondamentaux de la réunion, axés
sur trois volets essentiels: l'analyse économique nationale et les défis de soutenabilité financière, l'examen du contexte politique national et international, la planification des prochaines actions stratégiques du RFC. Il a également souligné que le moment exige lucidité, unité et engagement pour consolider la voie du changement et renforcer la crédibilité politique du mouvement. L'analyse économique nationale et les défis de soutenabilité financière. Monsieur Ange-Marie Malanda, secrétaire en charge des affaires économiques, a présenté un exposé approfondi intitulé Le retour du Congo sur les marchés financiers internationaux. Il a attiré l'attention des participants sur le nouvel emprunt de 670 millions de dollars en évaluant ses implications sur la soutenabilité de la dette publique et la stabilité budgétaire à long terme. Le gouvernement congolais a récemment salué avec emphase le retour du Congo sur les marchés financiers internationaux après 2 décennies d'absence à travers une émission d'euro-obligations de 670 millions de dollars remboursables à l'horizon 2032. Ce discours triomphal, relayé comme une victoire diplomatique et financière, dissimule toutefois de profondes fragilités structurelles et un lourd passif historique qui appelle à une analyse rigoureuse et sans complaisance. Petit 1, un succès de façade, le même scénario se répète. L'émission obligataire de 2025 est présentée comme un signe de confiance retrouvée des investisseurs internationaux. En réalité, elle traduit davantage la poursuite d'une logique d'endettement non soutenable que la consolidation d'une crédibilité financière. Le pays a déjà expérimenté cette formule en 2007 avec un eurobond d'un montant de 480 millions de dollars. Or, dès 2017, le Congo avait manqué le paiement d'un coupon de 21 millions de dollars, provoquant une dégradation immédiate de sa note souveraine et un blocage judiciaire des fonds aux États-Unis. Cette séquence, encore récente, aurait dû servir de leçon. La dépendance à l'endettement extérieur dans un contexte d'opacité budgétaire et de gouvernance défaillante n'est pas une stratégie de redressement, mais une fuite en avant financière. En se réjouissant d'un nouvel emprunt à un taux de 13%, largement supérieur au taux d'usure et non de 9,875% comme fallacieusement avancé, le gouvernement se félicite en réalité d'un endettement coûteux contracté à des conditions proches du crédit à haut risque, reflet de la défiance persistante des marchés. Petit 2. Une opération financière aux coûts économiques et sociaux considérables. Le recours à l'eurobond, présenté comme une bouffée d'oxygène, ne constitue en rien un gage de redressement économique. D'une part,
la majeure partie de ces ressources serait absorbée par le service de la dette existante et les dépenses courantes de l'État, sans impact significatif sur la relance productive. D'autre part, l'endettement en devises étrangères accroît la vulnérabilité du pays face aux chocs extérieurs et aux fluctuations du prix du pétrole, principale source de revenus nationaux. Le caractère structurellement non productif de cet emprunt risque ainsi d'entretenir un cycle de dépendance où chaque nouvel eurobond ne sert qu'à refinancer le précédent, sans créer de valeur réelle ni de richesse durable pour la population. Petit 3. Le paradoxe moral et économique du détournement des ressources nationales. La question centrale n'est pas celle de l'accès du Congo au marché financier, mais celle de l'usage des ressources déjà existantes. Le pays dispose d'un patrimoine colossal, fruit de plusieurs décennies de rentes pétrolières. Or, les 14 000 milliards de francs CFA destinés aux générations futures qui, selon plusieurs sources, auraient été détournés ou mal gérés, représentent un levier financier suffisant pour éteindre la quasi-totalité de la dette publique actuelle, financer la diversification économique, garantir les droits sociaux fondamentaux, notamment le paiement régulier des salaires et pensions, lancer une politique d'investissement intergénérationnel. Autrement dit, le Congo n'a pas un problème de ressources, mais de gouvernance. Ce n'est pas la rareté de l'argent qui étouffe la croissance, mais la captation systématique de la richesse nationale au profit d'intérêts particuliers. En rapatriant les fonds publics détournés et en instaurant une véritable transparence budgétaire, le pays pourrait se libérer de la spirale de l'endettement, rétablir la confiance interne et externe et investir dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture, les mines, les infrastructures et l'économie numérique. Petit 4. Une gouvernance à réinventer de la dette à la responsabilité. Les indicateurs internationaux, notamment ceux de la Banque mondiale et de Moody's, classent le Congo parmi les États à gouvernance fragile. Inefficacité de l'administration, faiblesse de l'État de droit, corruption endémique, déficit de régulation. Dans un tel contexte, le retour sur les marchés internationaux ne saurait être célébré comme un symbole de réussite. Il constitue plutôt une alerte rappelant la nécessité urgente de réformer les institutions économiques et financières de notre pays pour garantir la traçabilité des fonds, publier régulièrement les données sur la dette et les recettes publiques, soumettre les contrats pétroliers et miniers à des audits indépendants, structurer une conférence économique et financière nationale pour définir les politiques de la dette et des investissements. Cette gouvernance économique et financière devrait regrouper des économistes nationaux, des consultants extérieurs et surtout rapatrier les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures détournés pour replacer la question de la dette dans une logique de responsabilité
intergénérationnelle, afin que l'avenir du pays ne soit pas hypothéqué par les erreurs du présent. Présenter ce nouvel eurobond comme une victoire relève davantage de la rhétorique politique que d'une réalité économique solide. L'endettement ne peut être un projet national. Il ne devient légitime que s'il finance la production, l'innovation et le bien-être collectif. Or, au Congo, il sert encore trop souvent à masquer les carences de gestion et à repousser le coût de l'immobilisme politique sur les générations futures. Il convient ici d'attirer l'attention des autorités congolaises sur la maxime latine qui dicte que errare humanum est perseverare autem diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Le véritable succès pour la République du Congo ne serait pas de séduire les marchés, mais de rétablir la confiance du peuple par la transparence, la justice économique et la restauration du patrimoine national dilapidé. C'est à ce prix seulement que le pays pourra retrouver sa souveraineté financière et ouvrir la voie d'un développement durable, digne et inclusif. Le président Clément Mirassa a complété cette analyse en rappelant que la dette congolaise, en hausse constante depuis 2014, traduit l'échec d'une gestion prévisionnelle, malgré les allègements obtenus dans le cadre de l'initiative PPTE. Il a plaidé pour une réduction du train de vie de l'État, avec la réduction d'au moins 50% des salaires du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du Premier ministre, des membres du gouvernement et tant d'autres membres de l'administration politique. Un renforcement de la lutte contre la corruption et les détournements. La renégociation du service de la dette avec les partenaires financiers. La relance de l'agriculture et de l'industrie locale, moteur de croissance et d'autonomie économique. En conclusion, le président a recommandé l'élaboration d'un document de synthèse analytique à soumettre aux institutions internationales, FMI, Banque mondiale, Union européenne, etc., afin d'y faire entendre la voix du RFC sur les questions de gouvernance économique et de justice sociale. Grand 2. L'examen du contexte politique national et international. Grand A. Situation nationale. Le premier vice-président, le docteur Marcel Nguitokoulou, a présenté une analyse critique du Conseil des ministres du 3 novembre 2025, mettant en exergue les œillères du gouvernement dans un contexte national dominé par la violation manifeste et assumée des droits humains avec l'opération de la DGSP contre les gangs armés dans le pays. En effet, le dernier Conseil des ministres, tenu le 3 novembre courant, dans un contexte national et international troublé, illustre la déconnexion du gouvernement congolais face aux véritables priorités du pays, tandis que les violations des droits humains et les tensions régionales menacent la stabilité, le gouvernement persiste dans une gouvernance autoritaire, indifférente aux principes démocratiques et à l'amélioration du quotidien des citoyens. Petit 1. Un Conseil des ministres sans vision politique. Le Conseil des ministres s'est limité
à des délibérations technocratiques sans portée sociale immédiate, examen d'un nouveau code minier, création d'une autorité d'enquête aéronautique, participation à un sommet sur le climat et nominations administratives. Ces points, bien que formellement importants, traduisent une absence d'ambition politique et une priorisation bureaucratique face aux urgences nationales. Petit 2. Le nouveau code minier, un espoir conditionnel. Le seul élément porteur de perspectives économiques est le projet de loi sur le code minier, qui vise à moderniser la législation de 2005 et à l'harmoniser avec les standards régionaux de la CEMAC. Ce texte introduit notamment un régime de partage de production, l'ouverture de 10% au capital des sociétés minières à des partenaires congolais, le dépôt de 30% des fonds de développement minier sur un compte séquestre à la BEAC. Ces mesures pourraient favoriser la diversification économique et réduire la dépendance au pétrole, 80% du produit intérieur brut, à condition que le secteur soit géré de manière transparente, durable et inclusive. Petit 3. Un potentiel minier considérable, mais sous-exploité. Le Congo dispose d'un sous-sol exceptionnellement riche en or, diamants, fer, potasse, aluminium, polymétaux, uranium, phosphate, terres rares, les sables bitumineux et autres minéraux stratégiques. Cependant, les connaissances géologiques restent fragmentaires et obsolètes. Le secteur est faiblement productif et mal encadré. Les investissements et la cartographie géologique sont insuffisants. L'exploitation reste concentrée dans le sud du pays et n'intègre pas suffisamment les populations locales. 4. Les défis et conditions de réussite. Pour tirer profit de son potentiel minier et en faire un pilier central de la diversification économique, le Congo doit investir dans la recherche géologique, notamment cartographie, géophysique, géochimie, centraliser et moderniser la gestion des données géoscientifiques, renforcer la gouvernance et la transparence du secteur, protéger l'environnement et les droits des communautés locales, souvent négligés dans les projets extractifs, intégrer le secteur minier dans la stratégie nationale de diversification afin qu'il ne devienne pas une nouvelle enclave d'exploitation sans retombées sociales. 5. Une gouvernance extractive à repenser. L'analyse souligne la similitude entre les industries pétrolières et minières, mêmes enjeux de gouvernance, d'investissement et d'impact environnemental, mais insiste sur la différence de maturité des deux secteurs. Le Congo, habitué à la mine liquide, pétrole, doit désormais apprendre à gérer la mine solide, ressources minérales avec rigueur et anticipation. Le Conseil des ministres, en évitant toute discussion sur les crises sociales et politiques, révèle un gouvernement déconnecté des réalités nationales. Le projet du nouveau code minier, bien qu'ambitieux, ne portera ses fruits que si une gouvernance éthique et transparente s'impose, garantissant que les richesses naturelles bénéficient enfin au peuple congolais et non à une élite prédatrice. De ce point de vue, propose, une fois aux affaires,
la redistribution aux familles congolaises des bénéfices annuels des industries extractives sous forme de chèques au pourcentage à définir. Grand B, situation internationale. Le deuxième vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a présenté une étude comparative des évolutions politiques en Afrique, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et en Guinée-Conakry, toutes marquées par des tensions post-électorales et des restrictions de libertés publiques. Les élections constituent la caractéristique principale de la démocratie représentative. Elles permettent au peuple de régulièrement choisir leurs dirigeants et leurs programmes politiques. Les conflits électoraux et la violence politique ont caractérisé les processus de démocratisation en Afrique, révélant des faiblesses dans la gestion des élections et dans les règles en vue d'une compétition politique saine, ainsi que l'absence d'un pouvoir judiciaire impartial pour interpréter et statuer sur les différents électeurs. Les défis à relever du phénomène de la violence électorale reflètent les problèmes transitionnels initiaux liés à la gestion des élections et à la mise en place d'institutions chargées de gérer la compétition et qui seront largement acceptées par les vainqueurs comme par les perdants. Le fait que les élections débouchent sur des conflits et de la violence, en plus d'entraîner des pertes en vies humaines et la destruction de biens, pose des questions non seulement par rapport à l'organisation et à la gestion des élections, mais également par rapport à leur impact à long terme sur la consolidation de la compétition politique. Dans le cas spécifique du Congo-Brazzaville, s'approchant d'une élection majeure en 2026, il sied de construire entre acteurs politiques un climat de confiance mutuelle garantissant des élections crédibles et apaisées. Cependant, la pratique du gouvernement ne s'inscrit point dans cette dynamique, s'écartant des conclusions des différents dialogues en la matière. Ainsi, le Rassemblement des forces du changement actionne une alerte rapide pour éviter toute dérive électorale. Les signes précurseurs de tensions politiques dans le pays sont visibles. Le RFC demande à l'Union africaine d'intervenir rapidement par le biais de la diplomatie préventive pour empêcher que survienne une crise politique. Cette démarche est capitale car les causes profondes des conflits résultant des élections ont souvent pour origine des tensions politiques et socio-économiques déjà existantes. Et ces tensions ont tendance à s'aggraver lors des élections. Face à ces dérives, le deuxième vice-président a invité le RFC à intensifier sa communication sur tous les canaux appropriés pour renforcer la proximité avec les citoyens, renforcer la coordination avec la diaspora, actrice essentielle de la veille démocratique, promouvoir une gouvernance électorale transparente et responsable, afin de prévenir toute forme de confiscation du pouvoir, dans le cadre des conditions permissives pour une élection présidentielle en 2026, régulière, crédible et transparente. Le RFC met en garde le gouvernement contre toute usurpation de la vérité des urnes et prend l'opinion internationale à témoin.
Grand 3. Actualité interne au RFC. Petit A. Communication sur la diffusion du mémorandum du RFC. Le deuxième vice-président, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a confirmé la poursuite de la diffusion du mémorandum du RFC sur la gouvernance électorale auprès des institutions nationales, des partenaires politiques et organisations internationales. Petit B. Projection sur la rencontre citoyenne à venir. Le président Christian Cyr Rodrigue Mayanda, en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse, a présenté le projet d'organisation de la prochaine rencontre citoyenne, conçu comme un espace de dialogue ouvert, de partage d'idées et de réflexion collective avec les citoyens congolais. Le RFC appelle la diaspora congolaise à une mobilisation solidaire autour de la voie du changement que fait résonner la plateforme politique. Cette initiative vise à renforcer le lien de confiance entre le RFC et la population, en exposant avec clarté la vision politique et les orientations du mouvement. À 18h30, le président de séance, M. Clément Mirassa, a clôturé la réunion en saluant la qualité des analyses, la pertinence des contributions et l'esprit de collaboration qui a caractérisé les échanges. Il a exhorté chaque membre à poursuivre le travail engagé avec rigueur et constance afin de consolider la crédibilité du RFC comme force politique d'alternative, de responsabilité et d'espérance nationale. Faite à Brazzaville le 9 novembre 2025 pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, en charge de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Nguitoukulu.